Après une expérience dans le groupe de recherche et d'exploration profonde des pompiers de Paris, Jean-Marc est maintenant instructeur de sport et préparateur mental, toujours chez les pompiers de Paris. Il a participé au trail scientifique de Clécy, et c'est sur le sujet de la préparation mentale que je vais interviewer aujourd'hui Jean-Marc Ramanic dans Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui je suis en compagnie de Jean-Marc, et avec Jean-Marc on a une petite histoire en commun, même si on s'est jamais croisés. Jean-Marc est pompier de Paris et il s'intéresse aussi beaucoup à la préparation mentale. Donc pompier de Paris, ça fait partie de mon passé pour tous ceux qui suivent et qui savent un petit peu mon histoire ancienne. Mais donc comment vas-tu, Jean-Marc? Bonjour François, bah écoute, ça va super bien. Je suis super content d'avoir ce petit moment de partage avec toi. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Alors, j'aimerais tu vois, je t'ai un petit peu présenté, mis l'étiquette pompier de Paris déjà directement collée sur le front. Mais est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ah oui, alors je m'appelle Jean-Marc Ramanic, j'ai 40 ans, je suis pompier de Paris depuis 20 ans à peu près. Au cours de mes années à la BSPP, donc à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, je suis passé par différents centres de secours et j'ai eu le privilège de pouvoir intégrer pendant 6 années le groupe de recherche et d'exploration profonde. Donc c'est un groupe qui est spécialisé dans les interventions en milieu périlleux et dans les explorations longue durée. Et voilà. Ok, super. C'est vrai que ça, c'est un peu le Graal, l'un des Graals de chez les pompiers. Ça c'est une des formations qui est quand même assez demandée. Ça a dû être assez chaud, non, pour l'obtenir celle-là, non? Ouais, ça a été un stage, ouais, là, c'est le stage, je pense, le plus difficile que j'ai dû faire pour pouvoir justement arriver à cet objectif qui était mon objectif prioritaire en rentrant à la brigade. Trop bien. C'est vrai que ça fait rêver un peu cette. Alors, est-ce que, alors de mémoire, hein, moi ça fait bientôt 10 ans que je suis parti. Tu avais donc le grep et le grimpe. Et avant, tout était mixé. Toi, tu étais groupe de recherche et d'exploration profonde, donc tu ne grimpes pas sur la Tour Eiffel. Alors si, alors moi à l'époque où je suis arrivé au GREP, donc c'était le groupe de recherche et d'exploration profonde, les deux spécialités étaient conjointes, c'est-à-dire qu'on faisait de l'intervention en milieu périlleux et de l'exploration longue durée. Maintenant, depuis 2012, les deux spécialités ont été séparées. Donc d'un côté, il y a le GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, et de l'autre côté, il y a les explorations longue durée, qui sont deux spécialités bien distinctes maintenant, alors qu'avant, ben, on faisait les deux spécialités et on était une soixantaine de pompiers à faire cette spécialité-là. Ok, ouais, c'est bien ce qui me semblait que ça avait été séparé, mais je ne savais plus à quelle date est-ce que ça avait été. Cool. Et du coup, en plus de ça, tu fais de l'ultra trail. Oui, ouais, je suis ultra trailer depuis une dizaine d'années, peut-être un peu plus. J'ai découvert l'ultra trail d'abord sur la route avec mon meilleur ami et frère d'armes Steve, qui m'a fait découvrir dans les années 2007-2008 les 100 kilomètres de Millau. Très Ok. rapidement, j'ai trouvé un réel plaisir dans les courses longues parce qu'il y a une capacité mentale et puis une capacité physique qui est mise en avant. Et puis, j'ai découvert un jour, en étant ici à Mouino, le trail, plus l'ultra trail avec mon ami Sébastien. Et là, ça a été vraiment une grande découverte qui m'a vraiment donné envie de faire des ultra trails. Et c'est ce que je fais depuis une dizaine d'années. Et du coup, tu as parcouru lesquels à peu près, si tu peux nous dresser un tableau de tous ceux que tu as cochés rapidement. Alors, j'ai parcouru les Templiers, j'ai fait aussi la TDS. Et puis, ma plus belle réussite, celle dont je suis la plus fier, c'est j'ai réalisé en 2018 la première édition de la Swiss Peaks 360. Donc, c'était la traversée des Alpes suisses d'est en ouest, pour un total de 360 kilomètres avec environ 26 000 mètres de dénivelé positif. Ah, ça c'est hardcore. Ah Ouais, ouais, là, c'est... on est dans encore une autre dimension que d'aller taper des 100 miles. Toi, tu dirais que plus c'est long, plus c'est bon. Non, 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 pas plus c'est long, plus c'est bon. C'est trouver une distance qu'on aime, se préparer suffisamment pour pouvoir justement optimiser le temps de plaisir tout au long de la distance, parce que mieux on est entraîné et plus il y a un temps de plaisir.
mais il faut juste trouver une distance qu'on aime sans aller chercher à toujours faire plus, quoi. C'est pas l'objectif, c'est de prendre du plaisir, quoi. Mmh. C'est vrai qu'on voit beaucoup trop encore, hein, de personnes qui vont aller brûler un peu les étapes et qui vont c'est vrai que ça fait rêver, hein, toutes ces distances-là, mais faut y aller progressivement, tranquillement et puis pour le faire sérieusement, pour, avoir un objectif long terme. C'est ça, parce que à mon sens, l'ultra trail, on y vient, donc pour commencer à monter sur des longues distances, il faut avoir, quelques années de pratique parce que l'ultra trail, c'est ni plus ni moins une bonne connaissance de soi et une capacité à surmonter les épreuves et puis, il faut tout ça soit associé à un réel plaisir, quoi. Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi sur cette, Swiss Peak? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Le manque de sommeil. On a dormi, donc moi j'ai fait cette course avec, mon ami Sébastien et on avait mis en place un plan, de sommeil à dormir entre 1 heure et demie et 2 heures par nuit parce que pendant nos entraînements, on s'était rendu compte que entre 1 heure et 4 heures du matin, quoi qu'il arrive, ben, le corps, il a besoin de sommeil et si on ne prend pas ce temps de sommeil, ben, on dort en marchant. Donc, il y avait vraiment un danger par rapport à la sécurité, surtout qu'on était en haute montagne. Donc, on s'était dit, on dort entre 1 heure et 2 heures par nuit. Et ben, au bout du quatrième, cinquième jour, 1 heure et demie à 2 heures de sommeil, bah, ça commence à piquer un peu. Et puis, il faut quand même rester mobilisé, rester concentré. Et l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a vraiment fait toute la course ensemble. Donc, on a eu des coups de mou de manière interposée, comme on se connaissait très bien. Et on a su, chacun notre tour, ben, nous maintenir dans des conditions pour pouvoir aller jusqu'au bout, quoi. C'est compliqué ça, je trouve, de courir à 2 ou même à plus que 2, de courir à plusieurs, pour, trouver une entente comme ça. Parce que souvent quand tu es bien, tu as envie d'avancer et puis si tu as quelqu'un qui est moins bien à ce moment-là, bah, du coup, tu as l'impression qu'il va te freiner. Comment vous avez géré ça? Ben, en fait, Sébastien il va rigoler quand je vais raconter l'anecdote parce que le premier tronçon de la course, on avait deux gestions de course différentes. Sébastien voulait pas s'arrêter, moi je voulais m'arrêter absolument pour dormir un peu. Et puis on a pris l'option de Sébastien. Et puis comme moi j'avais fait pas mal de protocoles en préparation mentale pour préparer ma course, et dans ma jeunesse en tant que utilisateur de la préparation mentale, j'avais pas créé un plan B. J'avais absolument dit que je devais dormir à la première base de vie. Ben je l'ai pas fait. Et ben mon corps, j'ai fait un blackout, quoi. Donc pendant 4 heures, les 4 heures qui ont suivi ce non-arrêt, ben je me souviens pas trop, quoi. Et à partir de là, Sébastien, dans les heures qui ont suivi, lui aussi a un coup de mou parce que on était aux alentours de 100 kilomètres. Et là, on a vraiment posé les choses. On a dit, bon, écoute, il faut qu'on revoie la stratégie. On s'est posé, on a discuté. Et puis bon, on se connaît depuis très longtemps. On est vraiment très bons amis. On s'est dit, bon, l'objectif, c'est qu'on finisse ensemble. Ok, tu es d'accord, je suis d'accord. Et ben, à partir de là, on a vécu une course exceptionnelle. Ah, c'est trop bien ça de pouvoir le partager comme ça parce que c'est toujours un peu ce qu'on recherche parce que si tu c'est souvent je sais pas si t'es déjà arrivé ça de voir des trailers, ultra trailers qui arrivent sur la ligne d'arrivée et ils sont tout seuls et puis ben tu te dis bon bah voilà, c'est bon, c'est fini, je rentre chez moi. Alors que là vous avez pu le partager et ça a dû amplifier l'événement, non? Ah oui, énormément. Mais c'était d'une belle intensité parce que on avait mis en place vraiment en auto-coaching toute une programmation qui avait duré 1 an. Cette programmation, on l'avait vraiment pensée, on l'avait vraiment articulée autour de cette course qui était notre événement prioritaire. L'objectif, c'était de finir en étant le moins fatigué, le moins cassé possible. Et voilà, on est arrivé à l'échéance, on était prêt, on avait envie d'en découdre et c'était vraiment exceptionnel. Trop bien. Alors Jean-Marc, on a été mis en relation avec Éric Lacroix, qu'on salue s'il nous écoute, parce que Salut Eric, oui. tu as participé au trail scientifique de Clécy. Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce trail scientifique pour tous ceux qui n'en auraient pas eu connaissance et qui voudraient en savoir un peu plus? Alors le trail scientifique, c'est une épreuve, c'est une première mondiale hein, qui a été organisée par Benoît Mauvieux, c'est un maître de conférence. C'était donc une épreuve où on devait réaliser 6 boucles de 21 kilomètres avec 1000 mètres de dénivelé
Et à chaque boucle, on faisait un arrêt qui durait entre 40 minutes et 1 heure. Et on devait réaliser différents tests. Des tests de force, des tests de conscience, des tests de motivation, des prises de sang et aussi des échographies cardiaques, des échographies des mollets. Au total, il y avait environ une quarantaine de tests à chaque tour. Ok. Et ces tests-là, ils te cassaient pas un peu parce que tu te dis, t'arrêter comme ça tous les tours pendant 40 minutes, ça devait être épuisant, non? Oui, c'est une gestion qui était totalement différente de ce qu'on connaît en ultra trail parce que là, justement, il y avait un arrêt qui était net et puis c'était un arrêt, on n'était pas vraiment, on était à l'arrêt, mais on devait quand même produire un certain effort sur différents tests parce qu'il fallait quand même mettre de la force sur le test quadri, mettre de la force sur le test mollet, faire des tests de saut. Donc, c'était un arrêt qui était un peu compliqué à gérer, mais finalement, moi, je trouve que il n'a pas été si dégradant que ça en termes de capacité physique. Mais finalement, ce qui a été un peu plus compliqué, c'est que le temps de course a été beaucoup plus long que prévu. Et qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à participer à ce trail-là? Alors, ce qui m'a motivé, c'est parce que bah, déjà l'ultra trail, la course à pied d'une manière générale, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis coach en course à pied. Apporter des données à une discipline qui est l'ultra trail, qui est si jeune, bah, c'était pour moi un élément hyper important parce que ben il faut faire avancer cette discipline pour qu'on ait encore plus de données. Et puis à titre personnel, tous ces tests aussi vont m'amener vers une meilleure connaissance de moi et améliorer ma performance sur mes prochains ultra trails aussi. Ah ouais, du coup, t'es ressorti de ce trail avec un certain nombre de données qui, toi, vont te servir pour ton entraînement futur, c'est ça? Bien sûr, alors en fait, je ne les ai pas encore les données parce qu'en fait, il y en a eu tellement, le temps de les collecter, le temps de les analyser, le temps de les retranscrire, ça va mettre un certain temps. Mais au mois de mars, on sera convié à une conférence où justement, ils vont nous mettre toutes ces données-là et puis ils vont nous expliquer ben, s'il y a des choses à améliorer sur notre gestion de course parce que il y avait aussi toute la partie nutrition où ils nous demandaient ce qu'on mangeait. On avait un appareil à glycémie qui prenait la glycémie en temps réel. On avait un gilet connecté avec la fréquence cardiaque et toutes ces données-là vont être analysées. Et puis au mois de mars, on va pouvoir en fait avoir les résultats de ces données et ça va peut-être nous apporter des axes d'amélioration sur notre manière de s'entraîner et puis notre manière de participer à l'ultra trail. Ah, c'est vraiment trop bien ça. Donc, un gilet connecté, enfin le système de glycémie, j'imagine que c'était. Euh, j'ai perdu le nom, ça y est. Mince, Oui, les c'est patchs. la petite puce qu'on met sur le bras Ouais, avec ouais, c'est ça, avec la petite aiguille. Moi aussi, j'ai Sapiens. perdu le nom. Sapiens, exactement, exactement, Ça c'est y ça, est. c'est ça. Je l'ai utilisé sur le GR20 pour, à titre d'info. C'était intéressant de regarder. Mais après, je l'ai pas fait assez sérieusement. Il aurait fallu que je note tout ce que je mangeais pour voir un peu à quelle heure aussi, et puis voir les effets que ça a pu avoir. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir cette donnée-là. Donc ouais, je le recommande à tous ceux qui peuvent le faire pour tester. Le système Sapiens, c'est intéressant. Euh, et du coup, par contre, le gilet, je connais pas. C'était quoi? Alors, c'est un gilet connecté. Dans ce gilet, donc sur la partie haute du gilet, au niveau des pectoraux, il y avait donc des capteurs de fréquence cardiaque. Et sur la partie basse à gauche de mémoire, il y avait un capteur de température. Hmm. Et donc, ce gilet-là, à chaque tour, il le séchait parce que c'est vrai qu'on transpirait. Et il collectait les données sur chaque tour. Et on a dû porter ce gilet-là parce qu'en fait, il faisait aussi analyse du sommeil. On a dû porter ce gilet-là donc une nuit avant la course et les 14 jours qui ont suivi la course pour voir un petit peu comment on récupérait et comment notre corps récupérait suite à cet effort qui était long. Ah oui, du coup, ils vont avoir des données. Ah, c'est intéressant ça sur Ah, je suis vraiment curieux de. Faut que je reçoive tous les intervenants scientifiques Ben, qui sont intervenus. Benoît Mauvieux, c'est lui qui l'a organisé avec Corentin Ingrad et voilà, c'est les personnes, les prioritaires qui ont participé qui ont eu l'idée et puis qui ont réalisé cet exploit, hein, parce que c'était vraiment un exploit, parce que c'était une première. Puis moi, j'étais un peu
je me questionnais un peu comment allier le sport et la science. Et en fait, ça a été vraiment une grande fête. On est encore en contact, on s'envoie des messages sur un groupe WhatsApp. Tout le monde était vraiment heureux de participer à ce bel événement. Mmh. Ah, ça devait être vraiment super bien, vraiment super intéressant d'avoir toutes ces données et puis de pouvoir analyser notre sport qui est encore, comme tu le disais, très jeune et qui manque justement de toutes ces données. Alors ça commence à évoluer, il y a des choses qui se font, des tests, des mémoires, qui se développent, mais il y a encore plein de choses à faire et c'est juste génial. Alors toi, tu t'intéresses particulièrement à la préparation mentale. Qu'est-ce qui t'attire dans cette pratique de la préparation mentale? Alors, j'ai découvert, là, donc je me suis penché sur la préparation mentale parce que vécu un événement difficile en 2016, j'ai perdu mon père. Puis j'étais déjà ultra trailer à cette époque et puis j'avais un petit peu de mal à me remettre à courir parce que j'avais une telle déception que pour moi le sport c'était tellement important. Je me dis mais comment ça se fait que j'y arrive pas? Et puis j'ai un copain Thibaut qui m'a présenté une praticienne en préparation mentale qui utilisait la méthode Target. Puis on a travaillé un petit peu ensemble. Puis très rapidement, au bout de la première séance, elle n'a pas eu à me parler beaucoup. J'ai rapidement compris. Et j'ai surtout compris que inconsciemment, en tant que pompier, j'en faisais déjà énormément de la préparation mentale. Et ça a été un vrai déclic, appuyé par mon ami Sébastien, qui lui aussi est préparateur mental, qui m'ont vraiment fait comprendre que j'avais une capacité pour justement analyser, comprendre les choses. J'ai commencé à chercher les différentes techniques existantes. Et puis, j'ai découvert les techniques d'optimisation du potentiel qui ont été créées par la docteure Edith Perrault-Pierre il y a une trentaine d'années. Et ça m'a vraiment paru intéressant parce que ça se cantonnait pas uniquement au sport, ça se cantonnait justement à l'être humain d'une manière générale, à se préparer à toute action. Et l'objectif, c'était justement de créer sa propre boîte à outils de manière à être là où on doit être dans l'action et être capable de pouvoir se projeter avant l'action et être capable aussi de récupérer après l'action. Et donc donc je me suis formé, j'ai auto-formé, puis j'ai fait une formation initiale et je me suis dit, ben franchement, de tout ce que j'ai pu amener ou recevoir comme information, comme données, je me suis dit, ce serait quand même dommage de m'arrêter là. Il faudrait que je partage ça. Et donc j'ai décidé de me former pour devenir préparateur mental. Et c'est vrai que si je prends un exemple, par exemple, quand j'étais au GREP à Issy-les-Moulineaux, on avait déjà tout plein de petits protocoles qu'on faisait de manière inconsciente. Et c'était de la préparation mentale, la mise à l'écart pour se préparer, pour se dynamiser. Et puis, une fois que j'ai pu mettre des mots sur tout ça, les effets ont été beaucoup plus intenses puisque je savais exactement pourquoi je le faisais et les résultats donc étaient forcément plus élevés. Ah, c'est vrai que, tu vois, je me dis aussi que le mental, c'est l'un de mes points forts en trail, parce que je suis pas non plus, je fais pas partie des premiers, hein, clairement. Quand on mais par contre, tu vois, j'ai jamais abandonné un trail et alors j'ai jamais été blessé non plus, mais le mental fait partie de mes points forts, et j'ai essayé de comprendre pourquoi, parce que je crois pas en le mental, on l'a ou on l'a pas. C'est quelque chose qui se travaille, que tu as déjà travaillé inconsciemment dans ton histoire de vie. Totalement. Euh, et, Justement, je suis convaincu que cet épisode Pompier de Paris a accentué ce côté mental. Et tu vois, par exemple, il y a des gens qui stressent avant une course. Euh, Jamais, en fait, ça m'est arrivé. Tu dirais que la brigade t'a aidé en quoi concrètement en termes de mental, si tu pouvais donner des exemples pour que ce soit parlant, parce que moi je vois à peu près de quoi tu veux parler, mais pour tous ceux qui nous écoutent, ce serait Alors, intéressant d'avoir des exemples. un exemple qui est simple, c'est-à-dire que moi, quand j'allais me coucher le soir et que je savais que j'étais sur un engin qui allait beaucoup décaler, je visualisais mon habillage au moment où ça sonne. C'est-à-dire que
je déroulais mon pantalon dans un certain ordre avec mes chaussettes tout posées. Je déroulais tout ça, je le faisais de manière consciente en disant, mais voilà, quand ça va sonner, tu vas faire ça, 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 pour pouvoir t'habiller et descendre. Je faisais ça sans avoir justement cette partie préparateur mental. Et souvent, tout le monde me disait, mais putain, mais comment tu fais et tout? T'es tout le temps en bas avant tout le monde et tout, t'es toujours habillé. Tu dors habillé, qu'est-ce que tu fais? Je fais non, moi juste je prévois que quand ça va sonner, je vais faire ça, ça, ça. Et en faisant de la préparation mentale, je me suis rendu compte que c'est un protocole. Et c'est Hmm. pour ça que ben, je le faisais tellement de fois qu'au moment où j'arrivais, où la sonnerie retentissait, ben, je savais exactement ce que j'avais à faire. Je faisais avec zéro stress, donc ma performance était optimale. Et puis tu le faisais aussi sans y réfléchir. C'est ça, c'est ça, Hmm. c'est ça. Une sorte de routine que tu t'étais mis. Exactement, exactement. Et en étant pompier, ben, il y a plein de routines tout ce qu'on fait dans le secourisme, dans l'incendie, ben, c'est des routines qu'on met en place pour pouvoir justement être bon dans l'action. Donc, indirectement, c'est déjà de la préparation mentale, mais c'est de la préparation mentale, on va dire, entre guillemets, inconsciente. Et c'est là où ça serait intéressant, justement, de pouvoir conscientiser toute cette partie-là, de manière à encore pouvoir optimiser les performances du pompier dans l'action, puisque la préparation mentale, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui permet d'être bon dans l'action, en priorité. Et après, on pense à la récupération, à la détente, mais la priorité de la préparation mentale, c'est être bon au bon endroit dans l'action. Et est-ce que tu as déjà eu à t'en servir tu vois, par exemple, je pense aux techniques de discours interne qui, où tu vois, si tu es sur une intervention, surtout au GREP où tu dois faire de la recherche d'exploration profonde et que tu trouves pas, que ça fait longtemps que tu es dans la chaleur, dans la fumée, que tu vois rien, et puis que là, tu vois, tu commences à avoir un discours interne qui est négatif. Est-ce que tu as déjà eu à mettre en pratique une routine que tu t'étais fait euh, pour contrer un peu ce discours interne négatif ou durant un trail? Alors, durant un trail, oui, j'ai dû le faire d'ailleurs durant le trail scientifique parce que au cours du troisième tour, je me suis fait une petite entorse. C'était aux alentours des kilomètres 60, 68. Petite entorse, donc je me dis, bon, bah, c'est juste une entorse, ça tient. Je finis le troisième tour, j'attaque le quatrième tour. Et là, je commence à avoir la patte doigt qui tire un petit peu. Puis moi, je suis dans l'envie d'aller jusqu'au bout parce que justement, abandonner, comme tu disais, moi, j'avais jamais abandonné sur un ultra trail. Et là, pendant 3 kilomètres, ça a été une bataille entre la déception d'arrêter et la prise de décision d'arrêter. Et je me suis donc entretenu avec moi-même, on va dire, pour en arriver à la décision qu'il était plus sage d'arrêter, même si j'étais en capacité de terminer, mais les dommages que ça aurait causé de continuer encore une soixantaine de kilomètres avec une cheville et une patte de doigt qui tire auraient été tellement conséquents que j'ai dû la décision d'arrêter pour moi, elle a été la plus judicieuse, mais elle n'a pas été facile et j'ai dû mettre en place un dialogue interne en mettant en avant tous les éléments positifs de cet arrêt qui m'ont permis justement de prendre la bonne décision. D'ailleurs, quand j'ai fait l'échographie tout de suite, puisque au centre, au centre, il y avait des médecins qui m'ont fait une échographie, ils m'ont tous dit, écoute, tu as pris la bonne décision. Mieux valait que tu arrêtes, parce que tu aurais certainement pu terminer, mais à mon avis, ça t'aurait valu 1 mois et demi ou 2 mois d'arrêt du sport, alors que là, tu arrêtes pendant 7 jours et tu pourras repartir. Ouais, c'est toujours le même problème de forcer ou d'arrêter et puis de savoir quand est-ce qu'il faut arrêter. Quand est-ce que la douleur est un signal qu'il faut qu'on mette le clignotant C'est ça. ou finalement est-ce que ça peut passer avec un peu de préparation mentale justement et c'est des fois là la question qu'on me pose, c'est quelle est la frontière entre j'ai du mental, j'ai de la douleur parce que mon corps me dit qu'il faut que je m'arrête, ou j'ai de la douleur parce que juste j'ai mal et que l'ultra trail c'est se faire mal aussi. Et tu vois, dans la préparation mentale, c'est difficile de trouver un peu cette limite là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je comprends exactement. Mais en fait, pour cette limite-là, elle se trouve parce que en préparation mentale, on arrive à une connaissance de soi.
et pas uniquement de manière mentale, mais aussi de manière physique. C'est-à-dire qu'il y a des douleurs qui sont des gênes et il y a des douleurs qui nous empêchent d'avancer. Et à partir de là, on peut faire un arbre décisionnel, identifier ben, si c'est une douleur, si c'est une gêne, est-ce qu'elle m'empêche d'avancer? Est-ce que associé à cette douleur, il y a d'autres douleurs qui s'y associent? Et c'est justement tout ce recoupement d'informations qui va permettre d'identifier si justement on peut se permettre de continuer parce que c'est une douleur, c'est juste une gêne, on peut avancer, et sinon, justement, prendre la bonne décision parce qu'il y aura trop d'éléments qui vont nous emmener vers justement une réussite peut-être, mais avec trop de dommages collatéraux. Ouais, c'est vraiment primordial. Et tu vois, je repense à, je sais pas si tu as vu cette image de Sylvain Cusso qui a terminé Oui, la diagonale avec une fracture de fatigue. ouais, ouais, Et ouais. c'est incroyable, enfin, mentalement, d'arriver je sais plus combien de kilomètres elle a fait, mais c'est avec ça, mentalement, c'est hyper costaud. Enfin, je pense qu'il y en a énormément qui auraient mis le clignotant, quoi. Ah ouais, alors oui, c'est vrai, parce que mentalement, c'est très costaud, mais d'un point de vue physiologique et d'un point de vue physique, est-ce qu'à un moment donné, il aurait pas fallu être capable de peut-être revoir la copie, changer l'échéance, je sais pas, j'étais pas là quand elle l'a fait, j'étais pas à sa place non plus. Mais justement, il faut être capable ben, de savoir si on peut continuer et si les dommages que ça va créer par la suite ne seront pas trop importants ou ne vont pas négliger la machine, puisqu'on en a qu'une seule de machine. Ouais, et puis du coup, en fait, finalement, la préparation mentale, c'est aussi cette anticipation de s'il m'arrive un problème, qu'est-ce que je fais? Et finalement, d'anticiper finalement qu'un abandon, ça peut arriver. Exactement, exactement. C'est-à-dire que en préparation mentale, on essaie dans un protocole de se visualiser dans l'action en mettant un maximum d'imprévus dans cette action. Et dans une action qui est un ultra trail, l'imprévu, ça peut être à minima une petite entorse où on se tourne le pied sans douleur, mais à maxima, ça peut être un abandon. Et si on le prévoit, si on se dit, ben voilà, j'ai pendant quelques kilomètres fait mon arbre décisionnel, là, je vais avoir beaucoup trop de dommages collatéraux, il faut vraiment que j'arrête. Ben, en fait, à l'instant T qu'on va le vivre, comme on l'aura déjà prévu en amont, ben, on pourra plus rapidement prendre la décision et on pourra plus aussi préserver son corps. Mmh. Ah, c'est pardon. C'est très intéressant ces sujets de la préparation mentale mais je pense que ça reste encore, pour beaucoup quelque chose d'assez flou, d'assez, un peu pas mystique, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes sont, tu vois, allées voir un entraîneur parce que beaucoup de personnes ont déjà fait du sport en club, donc l'entraînement, c'est bon, on commence à comprendre. Nutrition, on voit aussi à peu près comment ça se passe. Bonjour, vous mangez quoi? Voilà, faut améliorer ci, améliorer ça. Comment ça se passe, tu vois, par exemple, si quelqu'un nous écoute là et puis se dit: «Bah tiens, j'aimerais bien aller voir un préparateur mental, mais comment ça va se passer?» Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe au début? Tu vois, je sais pas, le premier rendez-vous par exemple, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, avant de commencer là-dessus, j'aimerais dire que moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font en préparation mentale. Il y a beaucoup de personnes qui se disent préparateurs mentaux, mais qui, qui ont suivi une formation, juste une formation en ligne. Et pour moi, c'est un vrai métier à part entière. Moi, je fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que je prends un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous en direct d'une heure et demie. Et là, on fait un réel échange, quoi, avant de mettre en place un suivi. On fait un réel échange. C'est le premier entretien. Pour moi, il est hyper important parce qu'il permet de connaître la personne, de connaître les objectifs et les motivations de la personne. Et puis, tout au long de cet entretien, on échange et à la fin de cet entretien, on met en place, moi, ce que j'appellerais un accord. C'est-à-dire, combien de séances et puis qu'est-ce que la personne, elle, sera capable de maintenir en termes d'entraînement. Parce que la préparation mentale, elle comprend trois choses importantes. Dans un premier temps, on se forme donc avec le préparateur mental. Ensuite, on s'entraîne un petit peu, on va dire 10% avec le préparateur mental, et puis 90% avec soi. Et puis après, il reste la partie application qui est ben, 100% personnelle. Si on le fait qu'une fois tous les 3 jours,
ben, si on fait qu'une seule, ça aura beaucoup moins d'impact et de réussite que si on fait un petit body scan 2, 3 fois par jour. On va plus rapidement arriver à une meilleure connaissance de soi, quoi. Mmh. C'est important ce que tu dis, notamment sur les formations, tu vois? Moi, j'ai la formation, LNF, qui est en ligne. J'ai ça, ça m'a ils m'ont donné un certificat, alors je suis très content d'avoir ce papier. Mais par contre, tu fais bien de le dire que cette formation-là ne te décerne pas, le titre de de préparateur mental. En tout cas, personnellement, j'en ai absolument pas la prétention, parce que quand on me demande qu'est-ce que je pense de la formation, je la trouve, vraiment bien. C'est une formation qui dure 30 heures à peu près en ligne, mais qui est vraiment très insuffisante pour, faire que ça à plein temps. C'est un très bon complément pour un entraîneur d'un club, et ça permet d'ouvrir les yeux sur certaines pratiques, et certaines choses qui se Allô? font. Mais par contre, si on veut creuser le sujet et puis être vraiment préparateur mental, il y a des formations qui sont beaucoup plus intenses, longues, et qui seront du coup nécessaires. Mais ça fait une bonne première approche. Je crois que je l'avais encore jamais dit ça sur le podcast, donc je suis content de parler de ce sujet-là. Ouais. Alors, t'as fait quoi toi comme formation exactement? Alors moi, j'ai fait une formation initiale en technique d'optimisation du potentiel. Ça équivaut à peu près à une trentaine d'heures de formation. Donc 2 jours de formation, puis un mois plus tard, un jour. Pourquoi un mois? Parce que ça laissait le temps de mettre en place des techniques, de les utiliser et de revoir après le formateur et puis de faire un échange avec lui dans le but d'identifier les différentes techniques et puis qui nous apportent les axes d'amélioration. Et puis j'ai suivi donc la formation de praticien sur 10 mois avec 3 jours de présentiel par mois, un mémoire à préparer et vraiment des échanges avec des formateurs dans différents domaines sur la gestion du stress, la gestion du sommeil, et puis tous les protocoles qui touchent à cette boîte à outils des techniques d'optimisation du potentiel. Moi, pour aller plus loin avec ça, comme je veux vraiment devenir préparateur mental à la fin de ma carrière à la brigade, je me suis inscrit donc au mois de janvier à un diplôme universitaire en préparation mentale pour pouvoir vraiment avoir un titre dans cette discipline et puis faire vraiment une corrélation entre le terrain et la théorie, quoi. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de pratiques en fait en préparation mentale qui s'appliquent, dans beaucoup de domaines de la vie, au-delà du sport. Alors, on parle beaucoup du sport, de haut niveau, mais finalement ça s'applique aussi, à des entrepreneurs, à des personnes qui traversent un bon, on fait pas non plus de la psychologie, mais des gens qui auraient des points bloquants dans leur vie à un moment donné. C'est aussi à ça que sert la préparation mentale. Exactement, c'est-à-dire que, alors, dans un premier temps, il y a la préparation mentale, on est dans un cadre non thérapeutique. Donc, tous ceux qui ont des pathologies, nous, en tant que préparateurs, on va devoir les orienter justement vers des personnels qui sont, hum, qui sont aptes à prendre en charge des personnes qui ont des pathologies. Et la préparation mentale, justement, elle aide à créer une boîte à outils. Et cette boîte à outils, on va dire que le protocole dont je vais me servir pour préparer un examen difficile, ben, c'est exactement le même protocole que je vais me mettre en place pour faire un entraînement difficile ou alors pour préparer une compétition qui est dans longtemps. Et c'est là où on rentre dans le cadre, comme dirait Eric, d'un accompagnement sur un point de vue holistique. C'est-à-dire qu'on brosse tout, on n'est pas uniquement dans le sport ou dans le travail, c'est juste une boîte à outils qui permet d'améliorer sa capacité de se connaître et de mettre en place des éléments qui sont cohérents parce qu'on va encore mieux se connaître, quoi. Et alors, juste encore une fois, pour essayer de rendre ça clair pour tous ceux qui nous écoutent, concrètement, toi, tu parlais tout à l'heure de faire des exercices. Euh, Concrètement, en quoi ça consiste de faire de la préparation mentale, et quels sont les types d'exercices? Si tu pouvais donner un ou deux exemples d'exercices qu'on peut faire pour faire de la préparation mentale. Alors, premier petit exercice, c'est les respirations. Parce que on respire donc pour s'oxygéner dans un premier temps, mais on peut respirer aussi pour se dynamiser ou pour s'apaiser. Vous savez, quand, par exemple, on est un peu énervé,
le corps, il a une manière de se dynamiser automatiquement. C'est que on a tous tendance à souffler un grand coup. Ah ben ça, c'est un signal du corps et c'est un signe d'apaisement. Pour s'apaiser, en fait, on fait une inspiration normale par le nez et une expiration longue par la bouche en rentrant l'abdomen. Et en faisant ça, en conscientisant cet exercice et en le faisant 3 fois, parce qu'en préparation mentale, pour vraiment conscientiser les choses, on les fait 3 fois, ou 5 fois, ou 10 fois, mais minimum 3 fois, eh ben, ça produit vraiment un apaisement, une diminution de la fréquence cardiaque et une sensation d'apaisement. Et inversement, pour se dynamiser, on fait une inspiration normale, on peut faire une apnée ou pas d'apnée, et on fait une expiration brève et rapide par la bouche. Et bien ça produit aussi un phénomène de dynamisation. Ça va élever un petit peu la température corporelle, on aura les sens qui vont un petit peu s'éveiller. Donc ça, c'est une première partie. Et puis après, on peut aussi, si on est quelqu'un de bienveillant et qu'on est tourné vers l'autre, à la fin de ces journées, juste pour amener un petit peu de gratitude, c'est ce que j'appelle un peu la boîte à bonheur. C'est ce que Edith appelle la boîte à bonheur. Et ben la boîte à bonheur, c'est juste le soir quand on est dans son lit, juste retracer tous les petits moments où on a eu une interaction avec quelqu'un et c'était une interaction agréable et on a amené juste un sourire ou juste un merci à quelqu'un. Et juste de faire ça, ben en fait, on se gratifie. Et en fait, c'est une énergie qui est vraiment gratuite, quoi. Il faut vraiment ne pas hésiter à aller la chercher, à l'entretenir, parce que c'est cette énergie qui permet d'être encore mieux le lendemain et d'être encore meilleur tourné vers l'autre sans être dans la compassion mais être dans l'empathie quoi. Mhm. Ouais, et puis ça va aider à l'affirmation, la confiance en soi, la concentration, le discours interne, gestion du stress. Enfin bref, il y a tout plein de bénéfices à tout ça en fait, qui sont vraiment ultra importants en trail et même en sport et dans la vie en général. Et est-ce que ce dont tu parles, ça fait vraiment penser aussi un peu au développement personnel? C'est ben, voilà, c'est ça, tout à fait, ça fait partie, disons, la préparation mentale, c'est un des onglets du développement personnel, puisque justement, comme tu dis, une technique, par exemple, qu'on appelle le renforcement positif, qui qui se fait de la manière suivante: on se met dans un état de détente et on va revivre un événement qu'on a totalement réussi. Et en fait, en faisant ça, ben justement, on est vraiment on va chercher à revivre cet événement dans le but d'augmenter sa confiance en soi, d'être encore plus réactif au moment de l'action, et ça permet vraiment, vraiment d'amener des éléments positifs pour pouvoir justement être bon dans l'action qu'on va devoir mener, même si elle n'est pas similaire à cette action, mais c'est juste, ça va ramener des sensations et des émotions positives pour pouvoir être prêt dans l'action qu'on va devoir mener. Et est-ce que selon toi, tout le monde devrait faire de la préparation mentale? Parce que tout le monde va courir pour s'entraîner. Tout le monde réfléchit à ce qu'il va manger durant une épreuve. Mais, mais est-ce que tout le monde devrait faire de la préparation mentale? Et bien sûr, parce qu'en fait, la préparation mentale, je veux dire, on entraîne bien nos muscles, donc il faut aussi entraîner notre cerveau. Et on dit pourtant tout Donc, est dans la tête. justement, raison de plus. Ouais. Raison de plus. Moi, ma fille, pour le bac, on a fait ensemble un petit protocole justement pour lui apprendre à être beaucoup plus détendue dans son élocution. Et quand elle est revenue du bac, elle m'a dit: «Ouais, papa, à un moment donné, je sentais que je commençais à avoir un peu les mains moites. J'ai fait quelques respirations apaisantes et franchement, ça allait mieux.» Et là, j'ai pris conscience justement, encore une fois, que ben, il faut pas justement se cantonner à une discipline, mais justement élargir ce champ de manière à travailler sur son développement personnel, quoi. Hmm. Ah, c'est vraiment à prendre en considération et enfin, faut vraiment avoir ça en tête que ça, c'est pas destiné forcément à tous ceux qui auraient un problème. Enfin, je veux dire, t'es pas obligé d'avoir un problème, je sais pas, par exemple, de ne pas dormir la veille d'une course, et du coup, tu vas aller faire de la préparation mentale pour gérer ce stress-là de la veille de course, euh, qui est à prendre en compte, mais évidemment, mais tu peux aussi utiliser la préparation mentale dans un but d'optimisation de certaines choses qui sont déjà en place chez toi et que tu as comme point fort peut-être inconscient, et de conscientiser tout ça, quoi. Complètement, complètement. J'ai accompagné un copain Nicolas en préparation mentale qui
qui est un ancien sportif de haut niveau. Et là, en fait, on s'est pas vu beaucoup parce qu'il y avait déjà aussi, comme pareil, de manière inconsciente, mis plein de choses en place. Et c'est des choses qui aujourd'hui lui servent autant dans son domaine sportif que dans l'entrepreneuriat. Il est conscient vraiment, il m'a fait un très beau retour d'ailleurs à ce sujet, de l'intérêt justement de pouvoir mettre les choses dans les bons tiroirs. Et bien là, on gagne du temps en fait, on gagne du temps et puis on finit par encore mieux se connaître, quoi. Bon, alors pour tout vous dire, on vient d'avoir une petite coupure avec Jean-Marc, donc on reprend. Et donc Jean-Marc, je te demandais, tu vois, les routines, c'est une chose dont on a parlé pendant la formation que j'ai je sais plus. Une formation faite. Pendant la formation faite, exactement. Je commence à perdre mes mots. Et je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant mais qui est trop méconnu de tous ceux qui n'auraient jamais fait de préparation mentale. Pourtant, on entend ce mot routine, faut développer des routines, des routines, des routines. Comment est-ce qu'on développe une routine et en quoi ça consiste? Alors, il y a beaucoup le terme routine est assez large en fait. Euh, pour développer une routine, c'est-à-dire mettre en place des petites choses qui marchent et qui nous permettent d'être, on va dire, dans sa zone optimale. Parce que la vie de tous les jours fait que ben, on fluctue tout le temps, soit dans une hypervigilance parce qu'on est énervé, soit dans une hypovigilance parce que on est fatigué, ou alors on est dans une zone optimale. Et pour justement se maintenir dans cette zone optimale, de manière journalière, on peut mettre en place une routine. Une petite routine en top, ce qu'on peut faire, c'est faire une météo pour identifier comment on se sent d'un point de vue des pensées et d'un point de vue du physique. Et de faire ce petit, on va dire, cette météo, ça va permettre de mettre en place un petit exercice pour justement revenir dans sa zone optimale. Aussi, on peut aussi mettre des routines en place. Moi, ce que j'appellerais la boîte à bonheur. La boîte à bonheur, c'est quoi? C'est le soir, quand vous êtes dans votre lit, dans un état de détente, ben, vous faites un petit bilan de tous les petits merci, de tous les petits sourires que vous avez eus dans la journée. Et ça, en fait, on est vraiment dans de la gratitude et on va vraiment chercher une énergie gratuite qui nous permet d'être encore meilleur, encore plus au contact de l'autre et puis être là où on doit être, quoi. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on fait? Parce que, encore une fois, j'aime bien faire des parallèles avec l'entraînement physique. Euh, Entraînement physique, on comprend assez facilement comment est-ce qu'on peut être meilleur physiquement, en étant plus fort, plus endurant, plus rapide. Est-ce qu'on peut être, et comment, meilleur en préparation mentale? Oui, 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 on peut être meilleur et c'est exactement comme tu disais, François, c'est en, en répétant les choses. C'est-à-dire, le matin, quand je me lève, je fais une petite météo, je regarde comment je suis mentalement, physiquement. Et en sachant que dans la vie, ben, cette petite météo, elle ne sert pas pour toute la journée, celle que je vais faire le matin. Elle sert pour juste ben, sortir de mon lit et aller dans mon salon. Parce que quand je vais, par exemple, moi qui roule en vélo, si je garde cette même météo et puis qu'il y a quelqu'un qui me coupe la route et puis que j'ai une petite colère qui monte, ben là, forcément, mon état physique et mon état mental, il aura changé. Donc, plus on fera une météo, plus on se connaîtra. Et justement, dans cette connaissance, on va aussi être capable d'identifier quel exercice associé à cette météo. Soit un exercice de respiration, soit un dialogue interne, ou soit un petit protocole pour se maintenir dans une zone optimale, ou alors sortir d'une zone d'hyper ou d'hypovigilance pour revenir dans cette zone optimale. Et ça passe par la connaissance de soi, ça passe par beaucoup de météo tout au long de la journée pour analyser son état dans l'action qu'on aura à mener juste après. Je ne vais pas faire, on va dire, une petite météo pour demain. Parce que la préparation mentale, justement, c'est pour être prêt dans l'action qu'on va juste mener après. Donc, l'idée, c'est de faire une météo en disant, bon, voilà, si j'ai un peu les jambes coupées, qu'est-ce que je peux faire comme exercice pour me dynamiser? Parce que l'action d'après, c'est d'aller courir. Et alors du coup, parce que tu vois, on a souvent peut-être que certaines personnes vont être un peu réfractaires ou vont être
se dire ah, c'est assez perché cette histoire, c'est pas pour moi. Est-ce que tu as déjà été confronté justement à ce type de discours et qu'est-ce que tu dis à ces gens-là pour alors on n'est pas là pour convaincre les gens, mais pour leur faire peut-être prendre conscience qu'il ferait bien de s'intéresser à ce sujet? Alors, dans un premier temps, c'est vraiment la préparation mentale, c'est vraiment sur une base de volontariat parce que on peut pas être dans une démarche de faire un travail sur soi si on n'a pas envie de le faire. Donc, ceux qui sont réfractaires, je leur demande tout d'abord, est-ce qu'ils savent ce que c'est la préparation mentale, comment ils en ont entendu parler et est-ce qu'ils ont déjà eu une première expérience. Et puis, ça peut lancer le sujet sans aller dans trop d'explications ou trop de détails. Je leur explique les grandes lignes de la préparation mentale s'ils ne les connaissent pas. Et puis je leur dis que peut-être qu'un jour ils seront confrontés à une situation qui vont leur donner envie euh, de mieux gérer, de les amener dans une capacité à mieux gérer cette situation parce qu'ils vont sentir que ils auront peut-être des marqueurs de stress qui vont ressortir. Et je leur dis, dans ces cas-là, n'hésitez pas à peut-être essayer de faire des petites respirations ou alors, si vous voulez en savoir plus, vous me contactez et puis je vous expliquerai un petit peu différents petits exercices qui pourraient vous permettre à mieux gérer les situations compliquées. Eh ben écoute, merci Jean-Marc pour tous ces conseils, petites techniques et astuces. Comment est-ce qu'on peut te contacter, te suivre ou en savoir un peu plus sur tout ce que tu fais? Alors, on peut me suivre sur LinkedIn, donc Ramanik Jean-Marc, et puis sur aussi Instagram, où je partage pas mal autour du sport et puis autour de la pensée positive. Mon profil, c'est Marcus RMK, Marcus Ramanik. Donc, tous ceux qui veulent discuter puis échanger là-dessus, c'est avec grand plaisir. Eh ben écoute, je mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse d'aller en savoir un petit peu plus et puis de contacter Jean-Marc. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette presque heure d'échange. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler de préparation mentale et je pense qu'il faudrait que je fasse plus d'épisodes sur ce sujet-là sur l'Instant Outdoor. Merci beaucoup. Et merci beaucoup François, et puis un grand merci Eric de nous avoir permis de réaliser ce podcast. Exactement. On salue Eric encore une fois. À bientôt. À bientôt, au revoir. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor, parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode.